Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine de débat. Et encore autour des retraites, il n'y a pas... Voilà. J'aimais bien d'ailleurs je crois que c'était un éditorial d'Éric Le Boucher dans Les Échos qui s'inquiétait en fait du fait que ça allait capter tout le temps de parole, voilà, tout le temps de réflexion finalement autour de l'économie, alors qu'il se passe des trucs quand même importants, peut-être même plus importants que l'idée de savoir si on décale de 62 à 64 ans avec, mais on va en dire un mot, l'ensemble des concessions d'ailleurs sans doute, qui vont être faites dans les jours qui viennent. On parle beaucoup de concessions qui seraient faites pour les femmes notamment, pour essayer d'améliorer leur sort. Bref, donc les retraites et puis le reste. Sans doute encore beaucoup de tech. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Julie de la Sablière. Salut Julie, fondatrice de Little Wing. Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Et Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Le fondateur de SIA Partners. Question très ouverte. Vos impressions, Julie? Donc demain, l'épreuve de force. Demain, l'épreuve de force. On lit un peu partout, l'ambiance médiatique, je vais le dire comme ça, si tu lis le journal, tu regardes la télé, le gouvernement a perdu la main. J'ai l'impression que c'est l'ambiance médiatique. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Ce qu'on peut regretter sur ce débat de la réforme des retraites, c'est qu'effectivement, on avait un président qui voulait ni totem ni tabou en 2017, et là, il a créé un beau totem avec l'âge de départ à la retraite, ce qui fait que on n'a pas du tout de débat renouvelé sur cette réforme des retraites, on n'a pas posé de nouvelles bases de débat, on n'a pas de consensus non plus sur la base de faits et ces fameux rapports du corps qui disent... selon l'interlocuteur, des choses différentes. Donc on peut regretter en tout cas que le débat finalement soit aussi stérile dans la manière dont on l'aborde, notamment sur les plateaux, mais dans tous les commentaires et toutes les analyses, avec effectivement ce que ça traduit du rapport au travail, mais on pourra y revenir dans notre société. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que on a 70% des Français qui sont contre cette réforme, mais 67% qui pensent qu'elle va aller au bout. Et que quelque part, ce totem est devenu aussi le symbole de la détermination à réformer du gouvernement. Et je trouve que côté syndicat, si le gouvernement est fragilisé, et c'est l'évidence, je pense que côté syndicat, on n'est pas... certes, il y a un front uni, mais les syndicats sont aussi très fragilisés parce que je pense que le bascule du rapport au travail joue aussi sur l'adhésion aux syndicats, joue aussi sur les capacités de mobilisation. Et je trouve que les syndicats sont aussi très prudents dans la manière dont ils mobilisent parce qu'ils ont peur de perdre la base d'adhésion de l'opinion et qu'ils ont peur de perdre aussi leur base d'adhésion. Pourquoi tu les sens prudents Parce qu'il y a, et d'ailleurs ça a été plutôt salué, le fait qu'ils font très attention à ce que les mobilisations ne perturbent pas trop, ne dressent pas l'opinion, ne leur fassent pas perdre cette base aussi d'adhésion de l'opinion. Et je pense qu'il y a encore une inquiétude quand même sur leur capacité à mobiliser. La dernière journée de mobilisation s'est plutôt bien passée. Enfin, plus que bien passé. Oui, mais je pense qu'il y a une vraie inquiétude parce que quand on parle effectivement de changement du rapport au travail, de grandes flemmes, etc., ça se produit aussi sur les mobilisations. On va y revenir sur le changement du rapport au travail, mais quand tu dis, il est important ce chiffre-là, 70% qui sont contre, 67% qui pensent que ça va aller au bout, ça pose un problème démocratique. Et néanmoins, tu avais plus d'1 million de personnes dans les rues. Oui, mais personne ne sait aujourd'hui, je pense dire, si la pression de la rue sera suffisante pour faire basculer le rapport de force. C'est-à-dire que si le gouvernement arrive à maintenir effectivement son âge de la retraite non négociable, comme disait Elisabeth Borne ce week-end, et qu'on arrive à discuter sur les autres sujets, notamment les femmes, et qui sont effectivement des sujets d'importance, et qu'ils arrivent à faire passer le projet, ça sera aussi... donc, finalement, je pense. Mais tu te rends compte que si effectivement, alors on va y aller. Donc il y a une année de cotisation en moins pour les carrières longues. C'est les deux trucs qui tiennent. Donc à peu près 1 milliard, 1 à 2 milliards. Et puis effectivement, peut-être encore 1 à 2 milliards à aller chercher, peut-être un peu plus, Erwan, tu me diras, pour améliorer le sort des femmes. Et c'est dire que non seulement tu vas faire. Tu vas bloquer, mais elle ne sera plus à l'équilibre. En plus, tu perds l'équilibre en 2035. Ouais. Là, il est fictif, puisqu'il repose sur un chômage à 4,5%. Ça aurait pu être fait autrement.
Il aurait pu, pour toi, c'est cette histoire de tabou et de totem des 64 ans, en frontal, direct, qui est l'erreur de... C'est vrai que moi, je suis frappée de voir effectivement comme 2017, il y avait ce projet de réforme systémique, sans doute plus intelligente, et qu'aujourd'hui, la plupart des interlocuteurs disent que cette réforme était très bien, il la combattait quand même à l'époque. Et Macron a renoncé, mais on sait dans quelles circonstances aussi il a renoncé. Et de revenir là sur un bon vieux débat stérile de réforme des retraites, c'est ça qui est hyper regrettable, quoi, évidemment. Erwan, on va revenir sur la capitalisation après, mais juste là sur le climat politico-social. Non, il y a deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julie, mais le truc, c'est qu'on est sur un totem absolu. On sait très bien que l'âge de départ en retraite, déjà en plus, c'est pas forcément efficace d'un point de vue économique. C'est un totem plus psychologique parce que tu t'inscris une borne pour les entreprises, t'inscris une borne pour les salariés, pour prévoir chacun sa carrière, etc. Mais on sait très bien que dans les pays, effectivement, qui ont mis cette borne-là, ceux qui peuvent travailler plus, ils vont au-delà. Ceux qui peuvent travailler moins parce qu'ils peuvent pas, ils sont cassés avant. Donc, on est vraiment dans de pur affichage politique. On est en train d'en faire la mère des réformes. On est en train d'en faire effectivement un événement public absolument incroyable. Les gens ne parlent plus que de retraite aujourd'hui. Je rejoins ce que dit Éric Le Boucher, alors qu'au final, cette retraite-là, de l'aveu même de la Première ministre, le but, c'est d'équilibrer en 2030. Or, on sait très bien que d'un point de vue tendanciel, le problème, c'est pas 2030, le problème, c'est à partir de 2040. Parce que 2040, c'est le pic de la population active sur ce siècle. Donc, à partir de là, tout le reste, c'est que la littérature. On est là juste pour dire, moi, j'ai fait ma propre réforme. On est dans une espèce d'hubris et d'égo politique absolu. Mais comment ça tourne, Erwan, pour toi, à ton avis, là ? Ça tourne qu'en fait, on va avoir un gouvernement qui va dire, moi, de toute façon, je fais 64. Il va tout lâcher, il va juste garder 64. Non, déjà, pour l'instant, tu es à 5 milliards de dépenses. Le texte n'est même pas encore arrivé à l'Assemblée nationale. Je vois que ça commence à s'effriter du côté des Républicains. Bon, les frondeurs sont plutôt, à mon avis, allés chercher du côté des Républicains que du côté d'En Marche. Parce qu'En Marche, le problème, c'est que... Tu sais, il y en a 3-4 aujourd'hui qui disent, je ne voterai pas la réforme. Une quinzaine, là, nous dit Le Monde oui, mais ce ils ne le soir. feront pas. Et puis, de toute façon, Macron, qu'est-ce qu'il va dire dans ces cas? Il dit, si vous ne votez pas, moi, je dis sous et vous aurez pu votre l'étiquette derrière. Et puis les mecs derrière, tu as vu comme ils ont tous peur quand tu discutes avec les députés aujourd'hui, ils ont tous peur de se retrouver au chômage. Tu as vu les articles sur les députés qui se retrouvent encore au chômage un an après leur élection parce qu'ils pensaient que tout le monde allait se pencher pour les recruter, que personne en final va les chercher parce que la politique aujourd'hui n'est plus aussi bien valorisée qu'avant. Donc du coup, il y aura une caporalisation qui va se faire de ce côté-là. Ils vont lâcher encore plus de lest. Donc au final, tu devais faire 15 milliards d'économies, 5 milliards de dépenses. Tu vas voir que tu vas arriver à 13 milliards d'économies, 10 milliards de dépenses. Et qu'en fait, on va avoir l'épaisseur du trait, on va avoir du coup une réforme qui va coûter peut-être plus cher que ce qui était prévu initialement, mais on pourra dire le quinquennat continue parce que justement, on a réformé les retraites. Et c'est que de l'affichage politique, malheureusement. Mathieu ? Alors moi, je vais m'exprimer plutôt en tant que responsable syndical. Là, du Syntec. Du Syntec. T'es sûr que tu t'exprimes en tant que responsable syndical? Oui, tout à fait. Oui. Non, mais nous, le risque qu'on voit, c'est surtout qu'il y a une immense occasion ratée, parce que là, en réalité, il ne va plus rien se passer sur le sujet des retraites pendant les 10 prochaines années, très probablement. Donc en fait, quel que soit finalement le rendu de cette réforme. Et on a des doutes sur le fait que la prochaine présidentielle se soit structurée autour de la réforme des retraites. Je pense que là... Voilà, donc notre... craint l'eau froide ou l'eau tiède d'ailleurs, je ne sais jamais trop. Voilà, donc nous, notre sujet, c'est d'essayer de travailler sur l'amélioration du texte. Et donc, en fait, au niveau du Syntec, nous, on a deux préoccupations. D'une part, c'est le maintien de la compétitivité de la France, parce que le sujet des retraites, c'est un élément majeur de la compétitivité. Et le deuxième élément, c'est comment on fait en sorte que l'emploi des seniors il s'améliore. Parce que de fait, France 2030, la relance du nucléaire, on ne le fera pas sans les seniors, vu la structuration aujourd'hui du marché de l'emploi et de la formation initiale. Donc on a soumis un certain nombre de propositions. Et on discute aujourd'hui avec les parlementaires, principalement de la majorité et des Républicains, pour pousser... tu veux alors, on va rapidement, parce que voilà, tu veux une espèce de contrat senior, une espèce de contrat senior. Oui, voilà. assez spécifique. C'est-à-dire que c'est pas assez compliqué comme ça. Non, en fait, il y a deux... L'ensemble des contrats qui se chevauchent partout dans tous les sens. Là. Non, mais c'est un peu le fameux débat de la flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, embaucher quelqu'un qui a plus de 55 ans pour une entreprise, c'est un risque majeur parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus lui demander de faire valoir ses droits à la retraite jusqu'à 70 ans. Donc, en fait, ça inhibe d'emblée la possibilité de recruter. Donc, c'est en gros des contrats de mission, en réalité, sous un statut de CDI qu'on souhaiterait développer. Et le deuxième aspect, c'est la retraite progressive, qui est un élément, qui est un dispositif qui existe déjà aujourd'hui, mais qui est très, très peu utilisé. Moi, j'en ai un dans mes effectifs.
honnêtement, c'est extrêmement compliqué à activer. Ouais. Et il y a un enjeu majeur parce que c'est de pouvoir travailler sur des systèmes à la carte. Donc, au-delà du débat un peu factice de durée de cotisation versus l'âge légal, le sujet, c'est ça. Et puis enfin, nous, on a un autre cheval de bataille qui est une réforme majeure de la GIRC-ARCO avec, en réalité, ce qui avait été prévu dans la réforme précédente qui avait été débattue, c'est-à-dire sous la coupe d'Édouard Philippe, en fait, il y avait une diminution des cotisations obligatoires à 2 passes, c'est-à-dire 80 000 euros, en gros, de salaire. Et nous, on veut absolument qu'on revienne à ça parce que la spécificité de la France, on a une double spécificité, c'est qu'on a en gros entre 15 et 20 points de moins de seniors qui travaillent. Et aussi, on est les seuls à faire des cotisations obligatoires jusqu'à 320 000 euros par an de rémunération. Elles sont plafonnées beaucoup plus tôt dans les autres pays européens. Alors, dans tous les autres pays, le seul pays qui est au-dessus de 80 000 euros, en fait, c'est la France. Donc, dans tous les autres pays de l'OCDE. Donc, c'est une anomalie majeure qui grève, en fait, la compétitivité de l'emploi qualifié en France. Et ça, qui nourrit, effectivement, c'est vrai, des excédents importants à la GIRC-ARCO. Ouais, sachant que ces excédents, on pourrait... Enfin, moi, je considère qu'à partir du moment où il y a des gens qui gagnent plus de 40 50 000 euros par an, ils doivent avoir un niveau d'éducation suffisant pour choisir leur support d'épargne. Et en fait, aujourd'hui, on a des dispositifs existants qu'on peut arbitrer. Typiquement, c'est de basculer sur du PERCO. Le PERCO, en fait, c'est une réussite majeure du gouvernement actuel, enfin, dans sa majorité précédente, et qu'en fait, on pourrait totalement le développer en demandant aux entreprises aussi de faire des efforts supérieur pour pouvoir promouvoir ces dispositifs, et l'architecture est déjà en place en réalité. Donc c'est un jeu de vase communicant pour pas agiter le débat de la capitalisation, mais de dire nous on a des dispositifs existants. Le gouvernement précédent en fait avait prévu de plafonner à 80 000 euros les cotisations obligatoires, et nous c'est ce qu'on demande. On demande même en fait de descendre à 40 000. Donc bon, voilà. Mais justement, ça ouvre un peu la capitalisation, parce que Erwan, donc Sapiens, a publié une note qui est intéressante parce qu'elle est crédible. Voilà. Et c'est ça. On entend beaucoup de discours sur la capitalisation. Le problème de la double cotisation n'est réglé par personne. Très très vite, vous le comprenez, si vous vous mettez à mettre 2 systèmes en parallèle, enfin, c'est évidemment totalement ingérable pour ceux qui subiraient ces doubles cotisations. Et toi, ce que tu dis, c'est une petite part, finalement, de capitalisation au regard du massif qui resterait répartition. Tout à fait. Nous, ce qu'on propose, c'est en sanctuarisant le niveau de dépenses actuel, de profiter du creux démographique que nous, on a estimé à 2028. En fait, tout simplement, le décès des baby-boomers, c'est comme ça, mais c'est pas, c'est la vie. Pour le coup, c'est la mort, mais le décès, en fait, tu as deux conjonctions de plusieurs choses. Tu as la montée en charge de Touraine, plus éventuellement la réforme Borne, plus le décès des baby-boomers, qui fait qu'entre 2028 et 2042, tu as un creux générationnel qui fait que tu auras en tendance moins de retraités que ce que tu avais normalement dans une progression normale. Pour les amis mathématiciens qui nous regardent, en fait, la dérivée seconde est négative à partir de là. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les dépenses, ça ne veut pas dire qu'il y a une cagnotte, ça veut dire qu'il y a une tendance qui est à ralentissement. On a estimé en fait que cette tendance-là, ça permettait de dégager 1 point de PIB de manière annuelle par rapport à ce que normalement on devrait dépenser dans une sanctuarisation à 14 de dépenses de retraite. Et donc du coup, on s'est dit, si jamais... Tu nous dis 1 point de PIB, ce que ça donne en milliards ? C'est 24-25. Voilà. Si jamais on avait... on ventilait du coup cet argent-là à partir de 2028 jusqu'en 2042 sur un fonds collectif dédié uniquement à la capitalisation, sans y toucher, donc bien sûr, donc en fait tu fais de l'accumulation pendant 14 ans, et bien à partir de 2042, tu peux verser 1 310 € en moyenne à chacun des actifs qui aura cotisé. Par an, hein. Par an. Ça fait un 13e mois. Pourquoi et donc du coup après tu continues. Si jamais donc 2042 tu arrêtes le surplus parce qu'il n'y a plus de surplus, mais la puissance publique peut dire je ventile un point de répartition vers la CAPI. Pourquoi 2042 ? Parce que comme j'ai dit, à partir de 2040 c'est là où tu as une baisse tendancielle des actifs, et donc du coup à partir de là, et là le corps nous le dit même dans ses estimations les plus fantasques et les plus optimistes, qu'en fait tu as une baisse du niveau de vie des retraités de 30% par rapport à celui des actifs. Donc en fait le niveau de vie des retraités à partir de 2050 va tomber en dessous du niveau de vie des retraités des années 70, donc quand on avait le phénomène des retraités pauvres. Donc en ne touchant pas à la borne au-delà de 2040, ce qu'est en train de faire le gouvernement, on assume le retour des retraités pauvres. Nous, ce fonds-là, c'est 565 milliards d'euros, donc avec un taux de rendement de 5%. 5%, c'est la moitié de ce que font les 2 fonds en capitalisation qu'on a aujourd'hui en France, qui sont celui des pharmaciens et celui des fonctionnaires. Et je parle même pas qui marche très bien. Et je parle même pas du fonds de retraite, du fonds de réserve des retraites créé par Jospin, qui lui est à 11%. Le truc des fonctionnaires, c'est 10%.
10% par an de rendement. En 2020, ils font 9,8%. 2020. Ouais, mais après, c'est tendanciel. Quand tu regardes, on a regardé sur les 10 dernières années, ils font 9,2%, si je ne dis pas de... Sur les 10 dernières années. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Sur les 10 dernières années, 9,2%. Petite parenthèse, la Banque mondiale vient de publier une superbe étude qui montre que de 1901 à 2001, le niveau de rendement annuel moyen des actions au niveau mondial est de 7%. Donc niveau mondial, 7% sur un siècle. Donc nous, on n'est qu'à 5%. Donc on est plus frileux que les hypothèses, certaines hypothèses et que l'observation empirique. Et du coup, en fait, à partir de là, tu peux du coup dégager un fonds de 565 milliards qui finance l'économie française, qui du coup compense la baisse à venir des pensions de retraite et qui surtout profitera à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande hypocrisie qu'on a sur la CAPI, c'est que ceux qui sont très riches peuvent faire de la CAPI. Ils achètent de l'immobilier, ils achètent des fonds actions, etc. Mais l'ouvrier à qui on prend, ou l'employé, je ne vais pas faire la lutte des classes, hein, mais la personne qui a du premier décile, il faut monter au 4e décile de revenus pour tomber sur une épargne à 4%. Proportion marginale épargnée, 4%. Donc 4e décile, 4%. Au-delà, tu es à -1, -2, voire... Ces gens-là à qui on prend 26% de leur revenu brut tous les mois pour justement financer un système pour des droits auxquels ils n'auront pas droit eux-mêmes parce qu'ils auront 30% de baisse tendancielle par rapport à ceux de la retraite à qui ils financent, on pourrait du coup leur offrir la possibilité de constituer eux-mêmes leur propre capital. Et donc je ne comprends pas pourquoi... Je ne dis pas que notre proposition est extraordinaire. C'est grand Stéphane Soumy qui dit qu'elle est intéressante, mais ça nous sonne... Non, qu'elle est crédible. Qu'elle est crédible et intéressante. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays qui, du coup, a à la fois un fort relent pour l'égalité et pour la redistribution, on a là un outil qui peut être fait grâce à la démographie et qui en plus se fait de manière totalement neutre sur les finances publiques, sur le coût du travail et sur les impôts sur les entreprises, et qui permettrait justement d'activer cette redistribution-là tout en créant un fonds national pour notre économie. Allez voir sur le site de l'Institut Sapiens, hein, elle est totalement libre d'accès. Totalement libre d'accès, avec une vision des retraités sur la couverture. On va peut-être pas forcément partager, mais c'est mignon, voilà. C'est le problème des images libres de droit, c'est que... On en a déjà parlé ensemble. Le problème des images libres de droit. Il faut utiliser DALI pour... Non, mais tu vois, le truc qui reste pour moi, mais totalement incompréhensible, et je suis tout à fait... Julie a tout à fait résumé mon état d'esprit, c'est-à-dire, en fait, à un moment, on en discute ici, etc., mais à un moment, tu peux plus en parler, parce que tu as l'impression que tout a été dit. Mais ce que tu as dit là, c'est-à-dire, des gens à qui on prend 28% de leurs revenus pour financer des droits auxquels eux n'auront pas droit, que ça, à un moment, ça fasse pas. Et ces gens-là seront dans la rue. Et ces gens-là seront dans la rue demain pour dire on ne touche à rien. Mais bien sûr. Mais parce que c'est alors que c'est pas très compliqué, puis qu'ils le savent, ils voient bien, ils ont leur feuille de paye. Enfin, c'est clair. Et c'est parce que tu as de la démagogie, parce que le gouvernement. Mais c'est pas de la. Qu'est-ce que Non, mais il y a de la démagogie. Mais la feuille de paye, chacun il le voit quand même. Tu regardes ta feuille de paye, tu vois bien le brut, le net. En plus, maintenant, la part patronale, elle est quand même bien affichée. Enfin, c'est. Mais c'est parce que tu as de la démagogie d'un côté en disant vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. La baisse des pensions il n'y aura pas de problème parce qu'on prendra les 13 milliards. J'ai vu de levée de fonds des startups, on va les prendre. On va prendre les 12 milliards de dividendes de Total. Donc tu as de la démagogie de ce côté-là. Et tu as une énorme démagogie. Moi, j'en veux énormément à la majorité qui a enterré la capitalisation. Quand tu discutes avec eux en off, ils te disent tous la CAPI, c'est la seule solution. On ne peut pas le dire. Pourquoi ? Parce que l'Élysée nous a ordonné de dire vous ne parlez pas de CAPI parce que moi j'ai peur pour la fin de mon mandat. Il y a le nouveau héros de la droite libérale, là, David Lisnard. T'en as trois, t'as David Lisnard, t'as Jean-Christophe Romantin et t'as Philippe Juvin. C'est les trois seules personnes qui... Moins bankable que le premier, quoi, oui, les deux autres. Voilà. Philippe Juvin, il prépare un projet de loi dessus. Mais quand tu as des députés qui sont convaincus en off de l'utilité de ce système-là, qui le défendaient même il y a 6 mois, il y a 2 ans dans le projet de loi de 2019, comme il y avait un projet de CAPI à partir de 3 passes. Ils disaient que c'était fantastique, etc. Et maintenant, parce que... 3 passes, il faut expliquer 3 passes. 3 plafonds de sécurité sociale. Plafond de sécurité sociale. Voilà. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, parce que l'Élysée a dit on ne parle pas de CAPI, plus personne ne parle de CAPI. Donc en fait, là, le système de retraite qui va complètement s'effondrer, on assume justement la paupérisation des retraités parce qu'il y a une personne qui a dit moi je veux pas qu'on m'emmerde sur BlackRock jusqu'à la fin de mon quinquennat. Voilà. Et donc du coup voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être un peu plus de courage dans le débat politique aujourd'hui pour assumer les vraies solutions. Ce qui est insensé, c'est qu'effectivement il y a préfonds, il y a la retraite de la fonction publique et la capitalisation pour les fonctionnaires. Mais il y a le fonds, je sais plus comment il s'appelle, fonds de réserve des retraites, les fonds de réserve des retraites, etc. Donc en fait cette réflexion elle est là et il suffirait de montrer sur la foi de l'expérience passée que ça fonctionne, quoi. Mais ce qu'ils font eux-mêmes d'ailleurs, c'est des trucs de Twitter, mais ça me fait toujours rigoler, et c'est vrai. C'est-à-dire que quand les écolos s'insurgent sur les dividendes de Total, la réponse est mais prenez-les.
prenez. Vous pouvez en être propriétaire de ces dividendes. En tout cas, Il suffit d'être actionnaire total. En tout cas, nous, au niveau du Syntec, donc on a fait un sondage qu'on va publier cette semaine, qui est centré sur les cadres. Et par rapport aux 28% que tu évoquais, il y a une immense majorité des cadres qui demandent à une baisse de ces prélèvements. Donc ça, on l'a soumis aussi aux députés. Et pourtant, c'est les grands bataillons de la CFDT qui seront dans la rue demain. Oui, mais c'est aussi ceux qui ont voté pour la majorité actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont voté pour la majorité actuelle, c'est les retraités et les cadres. Et que en fait, aujourd'hui, il y a un désalignement en fait, de ce que présente cette majorité par rapport, en tout cas, aux intérêts des cadres actifs. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est là où je suis un petit peu en désaccord avec ce qui est présenté, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on tue ces 28%. C'est-à-dire qu'on descende. Ouais. Parce qu'après, la capitalisation, chacun est assez grand pour savoir la gérer. Moi, je considère que les gens qui ont un certain niveau d'éducation, ils sont plus intelligents que les hommes et les femmes politiques pour pouvoir le faire. Attends, ce que tu as dit, Erwan, c'est très intéressant. Tu n'as de capacité d'épargne qu'au-dessus de... Quatrième décile. Qu'au-dessus du quatrième décile. Sauf que 4%. Sauf qu'en fait, on peut utiliser des instruments comme les PERCO, et dans le dialogue social au sein des entreprises, on est en capacité de développer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut renvoyer non pas au niveau national, mais au niveau de l'entreprise, la capacité à négocier. Et moi, je suis absolument contre, parce que moi je suis libéral, je suis absolument contre l'idée d'avoir un dispositif national. Donc il faut que ça soit dans le dialogue social et au niveau des entreprises qu'on gère. Charge à imposer aux entreprises d'ouvrir une négociation sur ce sujet-là. Oui, parce que le dispositif national, il y aura toujours la tentation d'aller puiser dedans ce que l'histoire nous apprend. Vas-y, là-dessus, Erwan. J'arrête après là-dessus, mais mais nous, c'est bien, moi ça m'intéresse. On sanctuarise deux choses. Premièrement, tu mets dans la Constitution, comme ça est fait par exemple pour le FRR, le fait de c'était normalement prévu par Jospin de faire en sorte que les sommes ne sont allouées uniquement au financement des retraites, et tu le fais financer, tu le fais copiloter par les partenaires sociaux et géré par un consortium, donc BPI, Caisse des dépôts, consortium d'assureurs et de banquiers privés, et qui du coup sont les seuls maîtres de ventilation de ce truc-là. Jospin, quand il crée le fonds de réserve des retraites en 2001, si je ne dis pas de bêtises, au début, il le dote de 50 milliards, et le but, c'est qu'il arrive à 500 milliards à horizon 2015-2020 pour financer justement la baisse démographique. Le problème, c'est que tous les surplus chaque année sont servis à financer la CADES, donc du coup, tu n'as plus de renouvellement du capital. Caisse d'amortissement de la dette sociale. Et puis, il y avait une majorité à l'époque. C'est-à-dire que là, on est dans une donne politique qui est quand même très fragile. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à obtenir ce niveau d'engagement, moi, je ne crois pas que les conditions soient réunies. Non, mais ça, Erwan ne le croit pas non plus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sors des concepts, tu te renvoies pas les mots à la figure, capitalisation, répartition, machin. Non, tu as un truc un peu complexe, parce que forcément, c'est un peu complexe, précis, où tu dis voilà ce que ça peut donner. Et c'est pas non plus le miroir aux alouettes, c'est ça qui est pas mal, quoi. C'est juste un 13e mois. Non, ça va pas non plus financer les retraites. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Toute petite sur le fait qu'on sait gérer son argent encore plus en un niveau de diplôme. Je rappelle que tous nos ministres de l'économie qui nous ont amenés à 115% de dette ont tous été énarques. Donc je décorrélerais quand même le niveau de bonne gestion financière et le bon niveau d'éducation. Un niveau de diplôme significatif. Après, quand même. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut parce qu'on a aussi un autre débat qui arrive dans le dialogue social, c'est le partage de la valeur. Donc on ne peut pas déconnecter le sujet des retraites de ce sujet-là malgré tout, et qu'en fait, à la fin, à un moment donné, il va bien falloir avoir des dispositifs qui vont venir repenser l'architecture de la participation aux bénéfices, de l'intéressement et des PERCO. Donc en fait, on pense qu'il y a quand même une opportunité de ce point de vue-là. Et le rapport... Tu négocies au niveau des entreprises. Sur le PERCO, ça veut dire que tu vas négocier avec tes salariés. Oui. Donc ils paieraient moins de cotisations typiquement pour la retraite si jamais ils souscrivaient. À partir du moment où on baisse la base des cotisations en retraite, ça fait il y a une question d'arbitrage. Est-ce que ça rentre dans du salaire net pour les salariés, ou est-ce qu'on préempte l'augmentation du salaire net et on le positionne dans du PERCO qui est défiscalisé, quoi. Et donc ça peut tout à fait se faire au niveau du dialogue social dans l'entreprise. Avec abondement de l'entreprise. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui se fait dans pas mal de boîtes. Ouais. Et aujourd'hui, on en a quand même 6 millions. Aujourd'hui, des PERCO, c'est quand même le succès majeur en fait de ce qui s'est passé sur les dernières années avec la loi Pacte. Et donc, malheureusement, les dispositifs, on a aussi testé dans notre sondage, restent insuffisamment connus, et surtout des chefs d'entreprise. Mais l'effort, en réalité, se fait à architecture constante. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste une question de jeu de vase commun. Mais ça suppose d'avoir quand même une grosse boîte. Ça suppose d'avoir une masse de salariés qui rendent ton fonds à peu près non, parce que tu as des cohérent. Tu as des PERCO qui sont accessibles et distribués à coût marginal très faible. C'est plutôt pour des boîtes où il y a au moins 20 personnes. Voilà. Mais à partir de là, ça couvre quand même pas mal de gens. Regardez.
Le rapport au travail. Le dispositif de partage de la valeur, etc. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est juste un alignement sur ce qui se passe en C'est Allemagne. pas partage de la valeur, là, c'est pas pareil. Non, mais je fais le parallèle parce que moi, je vois beaucoup entre tout ce qu'on nous dit comme facile et tellement accessible et que tous les dispositifs existent et qu'il suffit de les utiliser, etc. Je constate juste à mon échelle que c'est en fait quand même super complexe d'être bien accompagné pour les mettre en place. Et on n'a pas. Enfin, je trouve que c'est pas si simple quand on est à l'échelle d'une petite entreprise, quoi. Quand même. Je vais te présenter Jérôme Dédéian, ma chère Julie, tu vas voir. Oui. Je connais. Il t'explique tout. Je pense que c'est plus intelligent de rendre ça obligatoire dans la discussion dans l'entreprise que de mettre en place un index sur les seniors, à titre personnel. Ah oui, sans doute. La grande flemme française, là, c'est vrai que j'avais mis en illustration, je lisais ce que disait Gilles Berset ce week-end dans le Figaro. Je sais que tu fais beaucoup d'études, Julie, à droite à gauche sur le rapport au travail, travaille beaucoup sur les RH. À chaque fois qu'on a ce sujet réforme des retraites, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point le travail est tripalium et torture dans notre pays et qu'en fait on travaillerait toute notre vie que pour arriver à la retraite, comme si c'était la finalité ultime de l'existence. Et c'est quand même très frappant parce que c'est un débat qui renvoie tout de suite à condamner en bonne santé, la vie de la mort et à quel point c'est existentiel. Mais on est sûr qu'il y a une majorité de gens qui travaillent aujourd'hui qui jugent que c'est une souffrance. Enfin, écoute, moi, tous les baromètres que je lis depuis des mois me disent le contraire et me disent même très largement le contraire quand c'est des baromètres dans des catégories, tu vois, bien spécifiques. Il y a ce dernier sondage qui disait qu'en 90, 60% des gens pensaient que le travail était très important dans leur vie et qu'on est tombé à 20%. Ah, mais c'est deux choses différentes. Donc, c'est deux choses différentes. Que tu aies gagné une ouverture d'esprit qui fasse que le travail est moins important de rien, mais que ce soit une souffrance d'aller travailler, c'est deux choses différentes, je trouve. Alors, la souffrance, tu as aussi beaucoup d'éléments qui te montrent que elle augmente, elle est aussi peut-être mieux diagnostiquée, mieux mesurée. Qui est le cas burn-out, les pertes de sang. Enfin, tu vois bien quand même que leur rapport au travail est modifié et que Covid a encore accentué le trait assez fortement dans ce pays, quoi. Et donc on va avoir c'est là où c'est intéressant d'ailleurs quelque part de redemander et le Bruno Le Maire dans le JDD qui reprenait la fin du quoi qu'il en coûte et on va faire des revues de dépenses beaucoup plus précises, etc. C'est incroyable, une revue de dépenses, ça manquait en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il serait temps. Oh, mais on en a fait 25 par an. Non mais je pense qu'il y a un enjeu j'ai l'impression que le gouvernement se dit dans une espèce de travail il faut remettre la France au travail, quoi. Voilà. Dans cette idée de changer un peu la mentalité par rapport au travail, ce qui me semble une tâche complexe. T'as pas une autre lecture qui est que Bruno Le Maire est en train de se positionner dans un axe bien précis en vue de la future présidentielle. Darmanin dans un autre style. Darmanin dans un autre style et que ce quinquennat risque d'être très très long quand même, très très long. Il va être assez long, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé, absolument. Ça sera plus de place aux entreprises. C'est-à-dire si le gouvernement ne fait rien, au moins on pourra travailler. Oui. Voilà. Mais c'était une des hypothèses d'ailleurs juste après la présidentielle. Et puis en fait, non, ils n'y arrivent pas. On marque une pause. On repart, comme je crois que toute la semaine dernière d'ailleurs, on a fait ChatGPT, voilà. Mais alors là, tiens, Mathieu, donc ChatGPT. Oui. Et donc, parce que c'est le grand jeu de tout le monde, d'ailleurs, faut arrêter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y en a marre là du gars qui t'as dû faire Erwan réforme des retraites par ChatGPT, etc. Voilà. Non, mais le bullshit de consultant, ça marche bien. Pilotage de l'entreprise dans un monde incertain en 2023. Donc réponse de ChatGPT. Il est important pour les entreprises de s'adapter aux incertitudes en utilisant des stratégies flexibles et en étant prêtes à s'adapter rapidement aux changements. Les entreprises peuvent également utiliser des outils d'analyse pour évaluer les risques et les opportunités et peuvent développer les plans d'urgence pour faire face aux situations imprévues. Bon, je continue là, mais c'est... Non, mais c'est normal. C'est le truc de consultant de base, quoi. Voilà, ça qui nous donne certaines boîtes. Oui, exactement. Non, c'est ce que ça, c'est ce que McKinsey apportait à l'État. Du métier d'enseignant. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais non, je crois qu'en fait, c'est juste un rendu d'une intelligence artificielle générale. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant là, maintenant, ce qui s'ouvre, c'est l'ère de la post-création. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT, ça va être comme la calculatrice quand tu fais des mathématiques.
D'accord, donc c'est un instrument qui va venir t'aider à prémâcher un certain nombre d'éléments, mais surtout le vrai sujet, c'est le combat entre le small data versus le big data. Parce qu'en fait, ChatGPT, comme tous les large AI models, il repose sur de la big data et énormément d'informations, mais qui ne sont pas très spécialisées. Et donc, le problème, c'est que pour faire tourner ces modèles, y compris dans un contexte privé, il faut aussi du volume d'informations. Donc typiquement, moi je travaille depuis 6 ans sur le concept de robot consultant, donc j'ai pas de problème à imaginer qu'on peut robotiser une partie du travail du consultant en réalité pour l'augmenter. Ah, je savais pas ça. Donc c'est ce que j'ai appelé le consulting 4.0, donc on travaille depuis très très longtemps là-dessus. Et nous en réalité, en étant 3000 personnes au sein de mon cabinet, on produit 60 à 70 000 documents valables par an, sur lesquels on peut les faire travailler sur des modèles de cette nature-là. Donc là, on commence à rentrer sur du small data qui est intéressant et qui peut venir s'appuyer sur une architecture générale. D'accord ? La difficulté, c'est... Attends, pour bien comprendre, c'est-à-dire, tu dis que tes modèles moulinent en fait tes 70 000 rapports pour donner une sorte d'architecture de base, et ensuite le boulot du consultant, ça va être... Oui, prendre cette architecture de base pour faire du fine-tuning. Exemple très concret, je ne sais pas si vous utilisez Gmail, mais quand tu utilises Gmail, il commence à rédiger à l'avance, il fait ce qu'on appelle, c'est une fonction qui s'appelle l'auto-completion, qui est une des fonctionnalités du NLP. Et pour les consultants, ça veut dire qu'il va te préparer ton slide, tu commences ton slide, et il va commencer à te suggérer un certain nombre de choses. Donc pour que tu fasses ça, il faut que tu aies ingéré énormément de slides, pour qu'ils puissent te proposer quelque chose de pertinent. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'en réalité, on ne possède pas toujours la propriété intellectuelle de nos propres slides. C'est-à-dire qu'en fait, on les vend à nos clients. Je comprends. Et donc, on n'a pas forcément le droit de l'utiliser dans un modèle général. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que ça soit hermétique. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que mes concurrents ils puissent accéder à moi l'intelligence que j'ai accumulée chez moi. Mais le premier élément, c'est que par rapport à ça, donc nous, on a suffisamment de volume, mais évidemment, il y a plein de cabinets de conseil qui n'ont pas du tout ce volume. C'est la même chose pour les avocats. On pourrait prendre un autre exemple sur les cabinets d'avocats. Donc ça va amener une consolidation assez importante du secteur parce que, évidemment, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, ça peut nous prendre plusieurs jours pour faire une proposition commerciale. Là, en fait, ça peut nous coûter, si c'est bien fait, entre 3 et 5 euros pour préparer une proposition commerciale. Donc, évidemment, par rapport à plusieurs jours de consultants pour préparer une proposition, c'est quelque chose de majeur. Donc, ça veut dire que ça va évincer ceux qui n'auront pas la masse de documentation. Donc, ça illustre en fait que sur un certain nombre de métiers en fait de l'entreprise, que ce soit le service client, que ce soit les services légaux, que ce soit tout ce qui est métier qui repose sur la génération de texte, eh bien, il y a des gains de productivité qui sont absolument importants, mais qui vont être aussi décisifs dans des avantages compétitifs. Donc voilà, on bosse dessus nous depuis des années. Il y a plusieurs modèles qui sont en concurrence, il n'y a pas que ChatGPT. La difficulté pour les autres fournisseurs de modèles, eh bien, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est le niveau de précision. Parce que là, a priori, la question que tu as posée, elle a à peu près répondu correctement, disons. Disons, elle est très banale. Ouais, non, mais il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Le problème, c'est j'en aurai une demain, je vous le dis tout de suite, sur l'économie en 2023. Il y a une deuxième problématique, c'est qu'on perd les sources. C'est-à-dire que le principe de ces modèles-là, c'est que si tu dis, voilà, je veux le nombre de kilomètres de TGV installés dans le monde entier, donc si tu peux le faire, il va te le sortir, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Et ça, c'est le principe même de la construction de ces modèles mathématiques, c'est que tu perds la source. Et donc ça, dans les métiers de journalistes, dans les métiers de consultants, dans les métiers du legal, tellement etc. longtemps qu'ils ont perdu la source, les journalistes, mon ami. Je te laisse t'exprimer là-dessus. Non, mais ça m'intéresse beaucoup que tu dis ça, parce que c'est le cœur du malheur, enfin, de la crise du journalisme. En tout cas, nous, en tant que consultants, on ne peut pas se permettre de perdre les sources. Exactement. Et en fait, donc ça, c'est une difficulté majeure par rapport au déploiement de ces modèles-là. Et évidemment, les grands qui ont investi beaucoup plus que ChatGPT, que OpenAI, qui sont Google ou Meta, ils ont un souci, c'est qu'ils ont des milliards de clients et que délivrer des choses qui ont un déficit de précision peut générer des responsabilités légales et des litiges judiciaires extrêmement importants. Donc là, aujourd'hui, ça va être intéressant de voir finalement comment on va passer de la phase de prototypage à des produits réellement finis, sécurisés. Ouais, je ne sais pas si vous regardez les réseaux sociaux, vous avez peut-être beaucoup mieux à faire d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu un jeu notamment autour des œufs et des œufs de vache, des œufs de chevaux, etc., où ChatGPT est complètement perdu, et effectivement, Google, Meta ne peuvent pas se permettre
de jouer comme ça avec le réel. Là, en fait, ça fait rire tout le monde, ça n'inquiète personne, et c'est la grande différence. Et puis Meta avait mis à disposition un de ses modèles qui s'appelle Pierre, et il y a eu des gens qui s'appelaient le Blenderbot, et des gens qui l'ont utilisé à des fins non éthiques. Et donc, ils ont été obligés de le retirer aussi du marché. Et donc, parce que derrière, ça s'articule avec du fake news, etc. Non, la question que je me pose, c'est pourquoi OpenAI sort maintenant ChatGPT, parce que c'est vrai que l'effet blast est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de... Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça. Qu'il soit aussi rapidement, où tout le monde fait l'expérience. C'est vrai que l'expérience grand public d'une IA qui est accessible à tous, c'est quand même la première fois qu'on fait cette expérience. Donc ça fait travailler au moins la prise de conscience autour de ce que ça peut apporter. Tu l'as fait pour ton métier ? Tu l'as fait pour ton agence ? Tu as regardé ? Des communiqués de presse, par exemple, c'est très très bien, très efficace. Très efficace. Ouais. Et donc, effectivement, après, on peut fine-tuner si tant est qu'on ait le... Après, j'ai l'aspect enfant, donc je me suis dit, il faut que je disclose tout de suite le truc à mes enfants pour qu'ils n'aient pas l'impression de se le passer sous le manteau. Et effectivement, les œufs de vache m'ont beaucoup aidé, parce que je dis finalement, les œufs de vache, le fait que... j'aurais dit, essaye de faire la comparaison entre des œufs de vache et des œufs de poule, et c'est quand même assez comique de voir la réponse. Voilà. Le fait qu'il y ait des informations qui sont quand même pas up-to-date, et donc qui est problématique, et la source qui fait que tout est imprécis, quoi. Il y a quand même beaucoup de formulations très assertives, mais très imprécises, et ça, pour le coup, à partir du moment où on n'est pas capable de citer la source, on peut pas se dire... Donc j'essaye de faire le travail par rapport au stress qu'ont les écoles en ce moment, et tous les profs par rapport à cet outil-là, parce que c'est vrai que c'est assez... C'est vrai que Sciences Po, puisque tu y es, au conseil de... Au conseil de direction. Le conseil de direction. C'est vrai que Sciences Po a été une des premières d'ailleurs à dire on n'y touche pas pour l'instant. Et le communiqué dit bien pour l'instant. Ou alors dans un cadre pédagogique vraiment bien précis. Mais après, c'est vrai que moi, je suis curieuse de voir, on n'a pas fait les investissements que tu as pu faire, Mathieu, là-dedans. Ce que pouvait proposer la version pro de ChatGPT, et ce qu'on pouvait effectivement la nourrir de contenu propre et qui ferait effectivement gagner du temps et de l'efficacité. Mais pour le coup, des contraintes de sécurité, de confidentialité, etc., on ne sait pas du tout si c'est reconnu. Donc j'étais intéressée. Je me suis demandé pourquoi ils sortent ça maintenant, avec effectivement le risque que ça puisse être vite discrédité compte tenu de l'usage massif que les gens en ont fait. C'est une bonne question. Tu sais ça ? Pourquoi ils sortent ça maintenant ? Google a hésité à le faire il y a quelques années. Sur la base de son modèle qui était bâti. La presse américaine nous dit que Google est paniqué par cette histoire. C'est pas vrai ? J'ai montré la semaine dernière un article du Wall Street Journal qui dit qu'ils ont rappelé Sergey Brin, Larry Page en mode alerte rouge. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont monté une task force interne pour répondre à ça, mais ils sont un peu étonnés par rapport à la viralité aujourd'hui qui a été prise. Ouais, il y a quelques années, ils avaient réfléchi à le mettre de côté, leur modèle, et le mettre dans une fondation pour pas... le rendre public, mais ne pas être attaqué en tant que responsabilité de Google. Donc là, ils sont un peu ennuyés par rapport à ça. Après, pour Google, il y a aussi la réalité au-delà des sujets que j'évoquais, c'est-à-dire la précision, etc. Il y a un potentiel de cannibalisation des revenus publicitaires. Donc, c'est toujours la même chose. Enfin, il y a une forme de distribution qu'il faut appliquer à soi-même, et c'est pas toujours évident le jour où on s'aperçoit que... voilà. Mais par contre, il ne fait aucun doute que dans les mois qui viennent, il y aura une réponse effective, de la même façon chez Meta, parce qu'à partir du moment où ça vient s'articuler avec Microsoft, là on change la nature de la dimension. Et d'ailleurs, OpenAI a fait le chemin inverse, c'est-à-dire que c'était d'abord une fondation et il rentre dans un dispositif commercial traditionnel. Mais par rapport à l'exemple que tu citais, Julie, en fait, c'est un outil qu'il faut utiliser uniquement sur des sujets qu'on connaît. En fait, contrairement, on se dit finalement on peut l'utiliser sur des questions générales. Faire un résumé de bouquin. Je pense sur les étudiants, c'est mieux qu'ils aient lu le bouquin quand même, parce que s'il y a des erreurs dedans, ils ne seront pas en capacité de le corriger. Erwan. Tiens, il s'est gouré sur les retraites, parce que moi j'ai regardé sur les retraites et il a confondu l'âge de départ et la décote. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'étais. Il dit qu'on part à 67 ans. On parlait de Sciences Po juste avant. Moi, j'ai le plaisir de siéger au conseil de perfectionnement de la faculté des sciences économiques de Strasbourg, là où j'ai eu la chance d'étudier, où j'ai la chance d'intervenir aujourd'hui. Et eux, c'est depuis quelques semaines maintenant qu'ils se sont posé la question comment est-ce qu'on fait pour enseigner avec ChatGPT et pas interdire, comme c'est Lyon, je crois qu'il y avait à Lyon, ils avaient saqué toute une promo qui avait. En fait, ils sont partis du principe que de toute façon,
façon, c'est un outil qu'on allait utiliser, que les futurs analystes et futurs économistes allaient de toute façon utiliser. Comment est-ce qu'on articule justement? Et donc du coup, ils sont en train de développer une nouvelle matrice d'évaluation des compétences sur le côté comment est-ce qu'on présente à l'oral les résultats de ChatGPT, comment est-ce qu'on les interprète, etc. Donc déjà, je trouve ça intéressant la dynamique selon les établissements, de voir qu'il y en a certains qui en ont fait justement un nouvel outil, et donc du coup un nouveau complément plutôt qu'un substitut qu'il faudra intervenir. On revient sur la vision ludite et la vision justement plus progressiste et innovateur. Moi, ce qui me fascine, c'est que ça perd fort dans le grand public, donc effectivement, il y a un effet star. L'effet blast. Il y a un effet blast. Oui, c'est l'effet winner takes all qui va arriver. Donc du coup, maintenant, un robot opérationnel comme ça, on parlera de ChatGPT. Donc du coup, ça deviendra un nom commun. Ce qui m'étonne, c'est que du coup, il n'y a pas de réflexion derrière sur la plupart des métiers que ça peut vouloir justement transformer. Moi, ça fait 6. Je veux dire, d'un point de vue macro, on en parle beaucoup quand même. Excuse-moi, non. Quand tu discutes avec l'éducation nationale, t'as pas de, à part quelques exemples que tu viens de citer pour certains masters, les professeurs des écoles, il n'y a aucune réflexion. Mais c'est un peu tôt. Non, Erwan, c'est un peu tôt. Non, je suis pas d'accord avec toi. Si tu le prends pas au contraire. Ça émerge, ils pensent tous qu'à ça. Enfin, on en a discuté déjà autour de cette table. Clément Aura, qui bosse à Sciences Po, il nous disait des choses très intéressantes d'ailleurs. Je parle des professeurs des écoles. Aujourd'hui, quand tu vas dans un SP, quand tu vas justement dans un master MEF, les mecs ne parlent absolument pas de ces outils conversationnels-là. Mais oui, mais il y a quoi, il y a un mois, 2 mois qu'on en parle. Non, mais ça vient de perforer dans le grand public. Ça fait combien de temps que ça existe, ce genre de processus-là? Ouais, mais pour en avoir... Alors, je vais te dire très franchement, j'en avais pas la conscience, moi. J'avais pas la conscience de cette puissance de rédaction de texte, parce que c'est... Voilà, j'avais pas la conscience de ça. Des choses, quand tu discutes avec tu prends par exemple les travaux de Laurence de Villard-dessus, elle te dit que ça fait des années qu'on sait justement comment... Mais parce que tu es un expert, Erwan. Non, je te trouve sévère avec... Moi, j'attends justement que les mecs... Moi, je m'intéresse non pas parce que c'est mon métier, mais parce que c'est clairement mon remplaçant qui est en train de se développer. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est à terme, justement, tu lui mets un peu plus d'intelligence. Normalement, c'est dans toute révolution technologique, c'est justement à l'actif dont la technologie est substituable, ou opère un travail substituable, qui du coup se renseigner sur comment je fais pour transformer ça. Et c'est à l'éducation nationale depuis des années de se poser des questions sur comment fait-on justement dans un environnement où les smartphones fascinent plus que le pédagogue, pour justement faire en sorte que le pédagogue apporte une valeur ajoutée par rapport à ce que pourrait lui apporter la technologie. Mais ils y réfléchissent depuis Wikipédia, ça. Absolument pas. Non, super. Il n'y a rien du tout. Alors, à part les quelques rapports qui sont... une réflexion sur la pédagogie dans l'éducation nationale. Exactement. Il n'y a rien qui se... Moi, je suis caustique. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec les profs. Je pense, en revanche, parce que là, je l'ai réépluché, en fait, dans le programme de France 2030, il n'y a rien sur la générative AI. Et ça, c'est plus embêtant quand même. C'est-à-dire qu'en fait, sur les appels à projets, on s'aperçoit... Comment ça? Les rapports Villani, ils datent de quand? Oui, mais sur les appels à projets qui sont lancés par la structure France 2030, il n'y a rien sur le sujet. Et je pourrais évoquer, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, Computer Vision. Parce que, je pense qu'il y a plein de gens... ce que c'est, Computer Vision. C'est un peu la même chose que le ChatGPT, mais dont les sources de données ne seront pas textuelles, mais sera de l'image ou de la vidéo. Et donc, personne n'en parle, parce qu'aujourd'hui, en tout cas dans le grand public, parce qu'on n'a pas vu d'application qui en porte une adhésion très, très virale. Et on pourrait avoir la même chose sur l'imagerie satellite, on pourrait avoir la même chose dès lors qu'on va avoir une petite disruption qui va se faire sur la réalité augmentée. Et donc, tout ça... tout le monde travaille dessus. Le problème, par contre, c'est qu'en effet, dans les structures qui sont censées piloter les programmes d'innovation en France, et pour avoir investi dans des boîtes qui font du NLP... c'est quoi NLP? C'est le Natural Language Processing. D'accord. C'est dans la famille, on va dire, de ChatGPT. D'accord. ChatGPT, c'est juste un sous-ensemble. Mais pour lever des fonds auprès d'un certain nombre d'institutions qui étaient citées tout à l'heure dans les programmes de Deep Tech, il y a encore un an, on disait mais ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et donc, parce qu'on est dans une structure, je sais qu'on en discute ici souvent sur comment on pilote le processus d'innovation, et pas forcément avec des fonds majeurs, mais il y a quand même un problème de pilotage et choix d'orientation, et ça renvoie d'ailleurs sur les réformes des retraites. C'est pour ça que je suis absolument contre qu'il y ait des dispositifs nationaux. Je pense qu'il faut laisser respirer les entreprises et les chercheurs pour qu'on puisse laisser de la liberté sur la programmation des sujets sur lesquels il faut investir, et ne pas les piloter par une structure qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais... je ne sais plus quelle question je voulais te poser. Oui, non, ce que tu nous dis quand même, parce que moi j'ai vraiment entendu absolument partout, Google, Meta sont à la rue, c'est un changement. Voilà, c'est faux pour toi. Totalement faux. Totalement faux. Bon, voilà, c'est très clair. Et il faut laisser Microsoft, parce que c'est marrant, on a ce truc qui arrive, on a donc Microsoft qui est en train d'en prendre Microsoft était en retard pour le coup. Le contrôle.
Mais j'avais compris que l'Amérique réfléchissait quand même maintenant à essayer de... réfléchissait à la concentration de ces GAFAM. On a eu là une offensive judiciaire qui est lancée, on verra ce que ça donnera sur l'aspect publicitaire de Google. Il faut laisser Microsoft... ça dépend pas de toi, hein, mais non, dans la... non, parce que je dis, mais dans la réflexion qu'on peut avoir sur la concentration et sur l'hyperconcentration de ces géants... Non, mais même dans la loi européenne, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est censé avoir un mécanisme renforcé d'études lorsque, en fait, il y a une prise de participation dans des startups, voilà. Mais ça renvoie toujours à la notion de marché pertinent et, au fond, comme c'est un marché qui est inexistant d'un point de vue revenu, c'est toujours la question qui sera, posée, parce qu'aujourd'hui les revenus c'est peanuts. Sur les APIs de ChatGPT, c'est peanuts. Nous, ça nous coûte. Il n'y a pas de marché pertinent, il n'y a pas de marché tout court. Pour un usage privé en mode totalement hermétique, c'est 10 000 € par an. Donc, c'est le revenu, pour faire du revenu cumulé, il faut y aller quand même. Dernière question que je te pose là-dessus. Je lis aussi, je crois que c'est Gilles Babinet qui avait glissé ça à un moment, que c'était à peine... Alors oui, il y a 1 milliard dans la fondation OpenAI, mais qu'en fait, les sommes nécessaires et dépensées pour faire naître ce truc, c'est quelques dizaines, peut-être une centaine de millions d'euros. Tu confirmes ça? Il n'y a pas besoin de... En fait, le problème, c'est des derniers pourcents d'accuracy et de précision qu'il va falloir aller chercher. Voilà, c'est ça. Mais à l'état où il est là, pour ça... Ouais. Mais le problème, c'est les derniers niveaux de précision. Comme les antivirus. Ça, je me souviens de la grande discussion sur les antivirus, c'était pareil. Pour aller chercher quelque chose qui sera sécurisé, qui donnera un certain nombre de garanties vis-à-à-vis des utilisateurs. Encore un commentaire là-dessus, Erwan. Moi, ce qui m'a... J'ai fait toute la semaine là-dessus. C'est en fait la seule question qui m'intéresse vraiment, c'est... Sachant qu'on n'est pas sur un investissement massif, que c'est pas les milliards du cloud souverain, par exemple, ou des trucs comme ça. On a encore à rater un coche, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on a un mauvais rapport à la recherche aussi en France. Parce qu'on a un mauvais rapport à la recherche, on est un pays à la science. 3 chiffres sur la recherche. On est un des pays qui forme le plus de chercheurs, on va dire, qui sont, quand tu regardes le H-index au niveau mondial, donc c'est le nombre d'articles qui sont cités un certain nombre de fois. On a parmi les chercheurs qui sont les plus performants au niveau mondial, mais ils ne travaillent plus en France. On est un des pays dont la dépense de R&D est en diminution tendancielle. Elle a été remplacée en fait par aujourd'hui, c'est les entreprises qui soutiennent la R&D. Il y a 30 ans, c'était 30% de la dépense en R&D qui était financée par les entreprises. Aujourd'hui, 70%. L'État occupant le reste. Donc du coup, tu as une substitution de la part de l'État qui préfère financer des chèques bois plutôt que de financer de la R&D hard. Et de l'autre côté, tu as un environnement qui est de plus en plus protectionniste via justement la recherche en France. L'OCDE, quand ils font leur classement annuel du nombre de contraintes qui pèsent justement sur la R&D, depuis 2019, on remarque qu'en fait la France, elle est passée largement au-dessus de la moyenne en termes de contraintes. Donc du coup, tu as un environnement qui est plus attractif. Et en plus de ça, tu augmentes la bureaucratie par rapport à tes chercheurs. Quand on discute avec des chercheurs, le problème c'est qu'on a les chercheurs qui restent en France sont soit des chercheurs qui sont médiocres, soit des chercheurs qui sont passionnés. Et le problème, c'est que ceux qui sont médiocres, du coup, pour les occuper, tu leur donnes des tâches administratives. Et ceux qui sont passionnés, le problème, c'est que tu leur donnes des tâches administratives. Un bon chercheur, normalement, c'est la sérendipité. C'est tu lui dis, voilà ton budget, voilà, tu t'occupes de rien du tout, aucune contrainte matérielle, tu trouves. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 30 ans, mais tu ne fais rien d'autre. Et aujourd'hui, quand on demande à un chercheur de faire 3 heures de recherche de budget le matin, 2 heures de reporting l'après-midi, il se dit j'ai 3 heures de recherche entre midi et 2, du coup, 3 heures, je suis obligé d'arrêter, etc. C'est pas comme ça qu'on fait de la recherche. Donc, tu as abandonné ça, tu pourras pas monter un projet comme ça parce que tu n'as plus de vision de recherche. Est-ce que vous connaissez la plus grande boîte de tech française, montée par des Français, des chercheurs français, justement, qui fait à peu près 70-80 milliards, qui est plus gros que Dassault Systèmes? Snowflake? Ouais. Yes. et donc, mais ils sont aux États-Unis, hein. Ouais, bien sûr. Complètement américains. Ils ont bossé très très longtemps en France. Ils sont partis uniquement pour monter. Et c'est sur le big data. Et sur le big data, et ça vaut bien plus que KX, ce que fera jamais KX. Et c'est devenu en moins de 10 ans un acteur majeur. On aurait pu tout à fait le faire en France. Je veux dire, s'il y a eu l'écosystème qu'il fallait. Bon, dernier sujet pour terminer, parce que Julie, tu me dis que ça t'a surpris. Et moi, ça m'a intéressé, parce que quand même... donc, c'est Capgemini Research Institute, priorité d'investissement sur les 12-18 prochains mois. Et plus de la moitié donc, de ces entreprises, c'est des grosses boîtes pour Capgemini, réduit les investissements dans les domaines aussi divers que packaging plus éco-friendly, suivi des émissions carbone, conception de carrosserie plus légère, enfin bref.
les investissements lourds RSE sont en réduction. Oui, ce qui m'a interpellé parce que... Attends, juste encore un truc, 74% des dirigeants indiquent que la demande à l'égard de ces produits et services durables a diminué et que beaucoup de clients ne souhaitent pas payer davantage pour ces produits dans le contexte macro actuel. Non, ce qui m'a surpris, c'est d'abord l'étude montre que les investissements progressent dans résilience des supply chain et tech. Ouais. Et pas dans durable. Et donc, je pense qu'on est encore dans une espèce de compartimentage. On est dans la réponse aux urgences. Dans la réponse aux urgences. Et puis, moi, je suis sûr qu'il y a plein d'investissements qualifiés de tech ou résilience des supply chain qui, en fait, ont aussi des visées de RSE. C'est-à-dire que, comme le sujet n'est plus, on fait de la RSE à côté du business, mais on essaie de transformer les business models, je pense qu'il y a... Ouais. Aujourd'hui, pas beaucoup de clarté sur ce qui est des investissements dédiés à la RSE. Par ailleurs, tout ce qui est notamment rapprochement des chaînes de valeur, relocalisation, enfin bref, nearshoring, etc. C'est vrai que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et je pense qu'on prépare aussi des organisations qui doivent être plus résilientes et plus robustes. Et évidemment, il y a eu des trade-offs et des arbitrages sur certains projets, peut-être de packaging, etc. Mais la tendance que moi je vois chez les clients, c'est quand même de essayer de maintenir ce cap-là, mais dans une équation qui est devenue plus complexe. Je pense qu'il y a trois choses. Il y a d'abord la question de... je pense que le temps des annonces, des projets pionniers pour sortir de charbon, d'annoncer une trajectoire net zéro 2030-2050, tout ça est passé. Et maintenant, finalement, les moves les plus faciles et les annonces les plus faciles ont été faites. On rentre quand même dans le dur, dans le technique, dans la complexité. Et sur des chemins de crête où beaucoup de grosses boîtes aujourd'hui se disent bon, j'arrête le discours pionnier, c'est-à-dire que voilà, il faut que je dise ce que je fais maintenant de manière plus claire. Mais avec des chemins de crête qui sont plus compliqués compte tenu du backlash quand même qu'il y a aux US sur l'ESG, qui a à la fois, c'est paradoxal aux US parce qu'on a à la fois cette fièvre d'investissement et la business opportunity amenée par l'IRA qui remet quand même beaucoup d'énergie dans le système des investisseurs, et en même temps effectivement tout ce mouvement anti-ESG, capitalisme woke. Si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections, mais ne demandez pas aux actionnaires de le faire. Voilà. Ce qui freine quand même un peu des enjeux. Et puis la montée des attaques contre le greenwashing qui fait qu'on est passé effectivement du greenwashing au greenwashing. Non, je pense que tu veux dire c'est un phénomène où les entreprises cherchent des investissements efficaces. Et puis, et puis parlent moins. Ouais. Ils mettent aussi un peu en veilleuse certains sujets parce que c'est des engagements moins faciles à prendre, avec plus de scrutiny, d'observateurs autour vigilants, et dans un contexte où ce qui est bien en Europe n'est pas forcément bien aux US, ou bien vu de la même façon. Donc je pense que les entreprises se cherchent un peu par rapport à ça. Je le dis d'un mot, mais parce qu'il se trouve que, complètement par hasard, j'ai discuté packaging la semaine dernière en profondeur, c'est-à-dire on est en train de mettre quand même les entreprises industrielles dans des impasses. Tout ce qui est plastique, réutilisable, etc. et tout, en fait, on met les entreprises dans des impasses techniques. Ouais. Un peu comme on en a parlé avec la voiture électrique, mais là, c'est vraiment du quotidien. Quoi. Tu parles de la loi AGEC ou... Exactement, et c'est ça. Je te confirme. Ouais. Erwan, un mot là-dessus, ces hésitations des entreprises autour du durable, derrière ça pose la question de savoir qui paye. Globalement, c'est ce que dit aussi Capgemini, quoi. Si les consommateurs ne sont pas prêts à payer, ça va être compliqué. Non, ce qui est intéressant d'un point de vue purement économique. Moi, j'ai ni les contraintes ni les impératifs. Donc, quand tu regardes, c'est la rencontre entre les aspirations justement d'une société qui souhaite de plus en plus justement avoir le vert, et puis les contraintes que la société est prête à mettre pour avoir ces contraintes-là. Et tu vois qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'alignement entre les deux. Donc, on veut tous plus de vert, mais on n'est pas prêt ni à payer ni à le faire en plus. Et certaines entreprises s'adaptent à marche forcée. Ce qui s'est passé sur le véhicule électrique en Europe, c'est quand même un exemple assez éloquent. Non, mais on verra. Non, mais pour l'instant, on te dit, moi je suis assez étonné, voire effaré ou fasciné en tout cas, des déclarations de certaines entreprises françaises qui te disent, on est parti dedans, on y va. Maintenant, on ne parlait pas de moratoire, quoi. Ah bah oui, non, ça c'est Stellantis, absolument. Et puis ils seront même en avance. Et ce qui est fascinant, c'est la preuve aussi que les entreprises. Mais il te dit, on le fait. Mais c'est une folie. Voilà. Et ça pose aussi la question, et ça c'est plus global dans notre société, c'est le fait qu'on ait un manque total d'évaluation de la décision publique et qu'on ne se pose pas des évaluations ex ante, ex post de ce qu'on propose. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour les retraites. On pourrait rajouter dans la liste la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, Édouard Philippe dit c'est une folie. Voilà, il a soulevé le capot. On en parlait la semaine dernière. Donc. Et nous on a écrit dessus, c'est 16% des logements qui seront plus alloués d'ici 2028.
en fait, le truc, Tu prends le on en parlait avec Robin Rivaton hier. En fait, j'ai le temps de le raconter très très vite. J'ai reçu la lettre d'un téléspectateur, auditeur téléspectateur, qui est syndic, bénévole d'immeubles haussmanniens à Paris. Et en fait, il dit, c'est très simple, hein, de toute façon, le particulier ne peut pas le faire tout seul. Et la copropriété dit, de toute façon, ils reculeront. Voilà. Donc, il ne va rien se passer. Et là aussi, on met les gens dans une impasse. Attentisme total. Total. Mais un mot là-dessus Oui, non, mais ce qui ressort de l'étude, moi, c'est ce que je vois plutôt sur le terrain. C'est-à-dire, alors d'abord, le EG est en ce moment une victime collatérale de l'inflation, quoi, très concrètement. Derrière, il y a une instabilité des normes, avec un enchevêtrement entre les référentiels US, européens et volontaire autour de ce qu'on appelle le SBTI et qui rend les choses extrêmement difficiles aujourd'hui, avec en réalité un sentiment des consommateurs qui est plus que mitigé par rapport à ça. Donc en fait, on est dans une certaine complexité d'action aujourd'hui, mais ça va repartir, je pense. Tu crois que c'est purement conjoncturel C'est-à-dire qu'en fait, dès que l'inflation va baisser, ça va substituer, ça sera substitué avec de la greenflation. Donc je ne sais pas dire quand est-ce que l'inflation va prendre un chemin plus raisonnable, mais je pense qu'il y a un lien assez direct avec ça. Je pense aujourd'hui qu'effectivement les directions générales sont face à une vraie complexité sur les arbitrages et que voilà. C'est le côté empirique, peut-être quand tu auras de la flotte jusqu'à quand tu auras les pieds dans l'eau à Morlaix, peut-être que là les gens se diront. C'est ce que dit Jean Covici, il dit quand la forêt de Fontainebleau prendra feu, mais lui sa conclusion c'est pas la tienne, sa conclusion c'est que tu auras un pouvoir dictatorial qui s'installera et qui dira maintenant ça va être comme ça, tout le monde à pied, tout le monde à vélo. C'est l'équivalent du FMI pour tes finances publiques, quoi. Quand tu gères mal tes finances publiques, le FMI arrive. Quand tu gères mal... ce sera un peu plus dur quand même. Ça sera moins rien, mais... Tu peux moins négocier avec les événements climatiques. Tu peux moins négocier avec le feu dans la forêt de Fontainebleau. Ça ne devrait pas nous faire rire. Oui, j'ai mis, vous voyez sur l'écran, retour sur Tesla, et on n'a pas parlé de Tesla, bah non, voilà, on n'a pas le temps. Et on en parle, c'est quand même, hein, c'est dommage. Mais on en reparlera, mais t'inquiète. Ça, on a fait 1 heure sans Elon Musk avec toi, on sait. C'est moche. L'admiration que tu lui portes. On sait l'admiration que tu lui portes. Merci, chers amis. Merci. Et donc, demain, on parlera d'automobile, et puis demain, on fera de la macro aussi. Tiens, Denis Ferrand, par exemple, sera avec nous, le rapport de Rexecode sur la compétitivité. Voilà. Encore de quoi boire un coup pour se remonter le moral. Ce sera donc demain, à demain, sur Bismart.